Une question tout d'abord sur l'objectif de guerre des forces serbes à l'époque. Pourquoi ce massacre à Srebrenica, cette ville à majorité musulmane enclavée dans une région orthodoxe et pourtant déclarée zone protégée de l'ONU? Pourquoi là? Oui, bonjour, il s'agissait de nettoyer ethniquement cette partie de la Bosnie-Herzégovine, donc de déplacer de force donc 40 000 personnes de Srebrenica et d'en tuer donc 8 000 âgés de 12 à 77 ans. Donc on était dans un remodelage ethnique de la Bosnie dans un contexte de dissolution de la Yougoslavie. 6 mois après ce massacre, il y a eu donc les accords de Dayton qui ont mis fin à cette guerre, faisant taire les armes, mais sans sceller une réconciliation véritable entre les entités serbes, croates, bosniaques. Est-ce que ces accords de Dayton étaient finalement faits pour durer aussi longtemps? Les accords de Dayton, c'était des accords pour mettre fin au combat. Donc, ce n'était pas une constitution. Aujourd'hui, c'est la constitution de la Bosnie. Donc, elle n'avait pas vocation à l'origine à être pérennisée de la sorte. Le cas de Srebrenica, donc ce génocide, marque bien un petit peu la polarisation dans la société en Bosnie-Herzégovine. Et ne serait-ce que le terme de génocide n'est pas accepté partout. Il a été reconnu comme génocide par le tribunal pénal international pour la Yougoslavie au début des années 2000, par la Cour internationale pénale, donc également dans les années 2000, mais en Serbie, en République serbe également, parmi les Serbes de Bosnie-Herzégovine, c'est une dénomination qui est rejetée. Donc il y a des mémoires conflictuelles très douloureuses qui polarisent encore fortement la population. À plusieurs reprises ces derniers mois, le président de la République serbe de Bosnie, Milorad Dodik, a tenu des discours également d'une virulence nationaliste extrême, appelant à la libération de la Republika Srpska de la Bosnie-Herzégovine. Comment considérez-vous le risque d'éclatement de la Bosnie? Quelle est votre analyse? Alors effectivement, monsieur Dodik qualifie le génocide de Srebrenica de montage, de fake, de mythes absolument fabriqués. C'est un leader qui s'est engagé sur cette voie du sécessionnisme depuis très longtemps, qui en fait son fonds de commerce, qui vit de la corruption et de la captation d'État. Un mandat d'arrêt a été émis à son encontre. Il n'a pas tenu compte de ce mandat d'arrêt. Les internationaux ont du mal à se mettre d'accord, y compris les Européens, pour l'arrêter. Il est venu se déclarer au tribunal, mais c'est un agenda très nationaliste qui vise à rassembler les Serbes de Bosnie-Herzégovine autour de lui, de faire corps, avec un narratif révisionniste victimaire. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un agenda qui est anti-occidental, et là ses liens avec la Russie sont très importants. Et enfin, c'est toujours cette lignée de vouloir saper l'État central de la Bosnie-Herzégovine en se substituant aux institutions centrales. Mais justement, est-ce qu'il existe, je ne sais pas, je vous pose la question, une coalition de Bosniaques non nationalistes qui pourrait peut-être être une planche de salut politique pour la Bosnie? C'est extrêmement fragile comme situation en Bosnie-Herzégovine, puisqu'il y a 3 peuples constitutifs, et la constitution de Dayton reconnaît l'organisation de l'État sur la base ethnique. Donc c'est très difficile pour les citoyens de Bosnie-Herzégovine de s'organiser au-delà, au-dessus, vous voyez, en passant par-delà la dénomination ethnique. Et d'où la nécessité de réformer cette constitution de Dayton qui pose extrêmement problème. Florent Marciac, l'Europe dans tout ça, on sait que Dodik, donc le président de la Republika Srpska, est un proche de Vladimir Poutine. Est-ce que l'Europe peut faire face au risque d'un second front de déstabilisation, et ce alors que se déroule en ce moment la guerre en Ukraine? Alors l'Europe assiste effectivement à ce théâtre, enfin plus qu'un théâtre, puisque ce sont des menaces qui sont mises en exécution, sécessionnistes en Bosnie-Herzégovine de façon relativement impuissante pour plusieurs raisons. Une raison importante est le soutien très affirmé de M. Orban pour M. Dodik, et donc la Hongrie qui bloque systématiquement les sanctions de l'Union européenne que l'Union européenne pourrait vouloir appliquer à M. Dodik. Donc l'Union européenne
européenne, par cette nécessité d'avoir des décisions à l'unanimité, a du mal à gérer la situation. La deuxième chose, c'est que l'Union européenne s'appuie encore trop sur la Serbie de M. Vučić, qui est un soutien implicite, plus encore qu'implicite, mais à M. Dodik dans cette vision de grande Serbie, en pensant que M. Vučić est garant quelque part de la sécurité régionale. C'est à double tranchant, on le voit bien. Merci beaucoup, Florent Marciac, directeur de l'Observatoire des Balkans à la Fondation Jean Jaurès. Merci de nous avoir apporté votre analyse.